2022. Dimitri Pavlenko. 8h41, drôle de débat ce soir à la télévision sur TF1 à 20h20. L'émission s'appelle Face à la guerre. 8 candidats à l'élection présidentielle, non pas les uns contre les autres, non, les uns à la suite des autres, à la demande expresse d'ailleurs du président candidat Macron qui aurait posé ses conditions avant d'accepter l'invitation. Donc pas de confrontation, pas de photo avec les autres à la fin, des arrivées séparées, puis une espèce de balai incessant entre le plateau et les loges, chacun dans sa petite boîte quand les autres parlent. Voilà, il manquera en outre 4 candidats, jugés trop petits sans doute. Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan. Nous sommes à 27 jours du premier tour. Bonjour Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas, pardonnez-moi, journaliste à Valeurs Actuelles. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Bon Guylaine, est-ce ainsi que l'on fait campagne, que l'on débat? C'est quand même étonnant ce format télévisé dont on apprend, notamment par le journal L'Opinion ce matin, mais qu'il est quand même imposé par l'Élysée d'une certaine manière. Vous voulez avoir Emmanuel Macron? Très bien, il faut jouer selon les règles du jeu qu'il impose. Je suis très étonnée parce que j'avais fait d'ailleurs un édito là-dessus il y a une quinzaine de jours. Je pensais que lui aimant le débat et le risque, il rentrerait dans la mêlée et que ce serait avec panache. Et en plus, il est plutôt bon dans le débat Mais bon, à l'Élysée, il y a tout son entourage était pour no risque, zéro risque, le moins de risque possible. Je pense que avec ce qui s'est passé, sa cote de popularité qui a beaucoup monté suite à la crise ukrainienne, ils se sont dit bon voilà, vraiment là c'est in the pocket, on va pas prendre de risques et voilà, et cette personne est intouchable. Je veux dire, vous commencez à dire oui, il devrait débattre comme les autres. Ah, mais attendez, on est en guerre, il est pris par les choses plus importantes, etc. Il fait campagne par Donc procuration. il est totalement intouchable. Je veux dire, il a une cuirasse absolument. Voilà, on ne peut pas faire rentrer la moindre critique. Moi, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'effectivement, ça aurait eu beaucoup plus de classe et de panache de rentrer dans la mêlée. Cela dit, je ne pense pas que ça aura une énorme incidence sur le vote des Français, Oui. Mais ça peut laisser des séquelles. Mais est-ce que vraiment, Charlotte Dornelas, vous croyez cette élection imperdable pour Emmanuel Macron dans la mesure où on est aussi riscophobe? Cette peur du risque, cette peur de la confrontation, c'est quand même contradictoire d'une certaine manière. Si on a aucune chance de perdre, on y va, on y va. Non mais c'est même au-delà de la question de la chance de perdre ou de gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, tout nous montre que Emmanuel Macron devrait assez bien s'en sortir dans cette élection. Ça, il n'y a pas de problème. La question, en fait, déjà, le refus du débat commençait à être contesté. Et ensuite, Emmanuel Macron qui nous fait savoir que, en revanche, une fois qu'il sera réélu, ce pays sombrera dans le débat permanent. D'abord, c'est faux, évidemment, ou alors il ne fera rien, parce que... Enfin, sombrer, c'est la promesse du grand débat permanent. Alors moi, je dis sombrer, il a évidemment pas utilisé ce mot-là, mais il nous explique que, voilà, en partant du grand débat qu'on a connu après les Gilets jaunes, où Emmanuel Macron venait, ce qui n'était pas un débat, il répondait aux questions et il expliquait pourquoi, enfin, il défendait son projet devant des gens qui l'interrogeaient, bon, très bien, et il nous explique que n'importe quelle réforme, une fois qu'il sera réélu, sera soumise à grand débat à l'échelle du pays. Le problème, c'est que c'est d'abord un contournement de la manière dont ce pays est géré politiquement par le biais de l'élection précisément. Et si vous refusez le débat initialement, vous vous empêchez à la fois le débat pour une raison valable, c'est-à-dire pour que les projets soient discutés et ensuite choisis, et vous vous empêchez aussi d'agir, parce que le but du débat préalable à l'élection, c'est qu'ensuite vous ayez la légitimité politique accordée par les Français pour agir. Il ne s'agit pas de... Il y a une contradiction, parce que son entourage dit que la réforme des retraites annoncée aujourd'hui, eh bien le vote donnera quittance et qu'ils pourront la faire très vite. Ils pourraient avancer les élections pour le faire très vite. Donc voilà, il y a quand même contradiction aussi dans la promesse. Alors tout à fait, vous avez raison de le souligner, Guylaine. Effectivement, ce sont les informations, encore une fois, de l'opinion qui nous dit, étant donné que l'élection d'Emmanuel Macron, si elle survient, il aura annoncé la retraite à 65 ans. On considère que c'est accepté par les Français. Donc très courte période de concertation derrière. Le scénario est aussi celui d'une dissolution de l'Assemblée nationale pour gagner 3 semaines, dans le but d'avoir une Assemblée prête à travailler au 1er juin. Et là, encore une fois, on a la contradiction avec cette promesse d'un grand débat permanent qui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez sans doute entendu, agace un petit peu Laurent Berger, qui dit, je rappelle qu'il y a des partenaires sociaux, qu'il y a des corps intermédiaires, et on sent, alors peut-être est-ce une cicatrice de la séquence des Gilets jaunes, cette volonté d'une prise directe avec les Français chez Emmanuel Macron, Louis Dragnel. Alors, s'agissant quand même de la
réforme des retraites, le grand débat permanent, il a quand même eu lieu. On en a parlé, mais matin, midi et soir pendant 3 ans. On a parlé de la réforme systémique. Il y a eu des consultations dans tous les sens. On a parlé du régime universel. Oui, mais on n'a pas parlé de la retraite à 65 ans. Bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les débats ont eu lieu. Tout le monde a pu exposer son point de vue. Alors bien sûr, il faudra refaire sans doute des consultations. De toute façon, je crois que c'est quasiment institutionnalisé. Chaque mois, le Premier ministre reçoit à Matignon les partenaires sociaux pour faire un point sur tous les sujets. Donc le dialogue est permanent. Maintenant, je crois que vraiment les Français savent. Enfin, consultation, on va sans doute acter que les syndicats ne sont pas d'accord, mais on le fera bien quand sûr. même. Et les Français ne sont pas d'accord. Les sondages montrent qu'il y a 70% des Français qui sont hostiles à la retraite à 65 ans. C'est un avis un peu personnel, je reconnais, mais il est pour la retraite. Il veut bosser jusqu'à très tard dans bien sa sûr, vie. Non, mais on voit bien qu'on va pas pouvoir travailler. On va pas pouvoir travailler moins longtemps en gagnant de l'espérance de vie et en cotisant moins. Enfin, l'équation, elle est intenable. Et aujourd'hui, oui, mais ceci dit, Louis Dragnel, pardonnez-moi, je vous interromps, mais Guylaine Ottenheimer a raison de rappeler que le sondage en question, c'est un sondage IFOP dans le journal du dimanche qui date de fin janvier et qui nous dit que 70% des Français sont pour la retraite à 60 ans. Un rebours complet du projet présidentiel. Vous avez raison, mais c'est pas. Ça veut dire qu'on n'a pas convaincu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été convaincus. Bien sûr, mais c'est pas parce qu'une mesure est nécessaire et là manifestement impopulaire, si on lit ce sondage, qu'elle est forcément mauvaise. On voit bien que le système est à bout de souffle et qu'il faut réformer. Ça, pour le coup, c'est indispensable. S'agissant du grand débat permanent, je rejoins ce que vous disiez l'une et l'autre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron qui dit que maintenant c'est un peu une sorte de mode de gouvernance, nouveau mode de gouvernance, il y a une illusion quand même assez forte, parce qu'en fait le grand débat permanent dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est une manière, un moyen d'imposer un certain nombre d'idées qui à chaque fois suscitent des fortes réactions, et on l'a vu, à chaque fois qu'il a fait des grands débats ou à chaque fois qu'il a voulu, je me souviens de la Convention citoyenne pour le climat, enfin vous voyez, ça pour le coup il y a eu un grand débat, il y a eu énormément de consultations, et en fait l'idée... Non, il n'y a pas une énorme consultation, il y a une assemblée de 150 citoyens qui sont retrouvés... Dimitri, je suis de 66 millions de Français. Alors, je suis d'accord avec vous, justement, c'est très réducteur. Parce qu'en fait, ça donne l'illusion qu'il y a une sorte d'approbation populaire, qu'il n'y a plus de débat, que maintenant il y a un consensus, alors qu'en réalité, c'est faux. Alors, Guylaine Ottenheimer, à chaque sujet, y a-t-il une méthode ? Je vous pose cette question parce qu'effectivement, on vient d'évoquer le cas de la retraite, avec cette contradiction de la promesse d'un grand débat permanent et visiblement d'une méthode un peu bonapartiste, si je puis dire, pour résumer rapidement. Le sujet des carburants, à l'inverse, on sent que là, il y a un sujet sensible et qui fait peur, peut-être au pouvoir, avec cette annonce de Jean Castex ce week-end, d'une subvention des prix du carburant à hauteur de 15 centimes par litre à partir du 1er avril. Alors le gouvernement explique, oui, le 1er avril, c'est dans 3 semaines, mais bon, il faut du temps pour s'organiser. On sent que là, il y a une vraie peur, peut-être aussi, peut-être la formation d'une colère autour de ces prix du carburant qui sont à des niveaux. On est 40 centimes au niveau pour le gasoil, au-dessus du prix à l'époque des Gilets jaunes quand même. Alors, 2 choses. Sur le prix du carburant, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut défendre la démocratie, si on veut montrer des signaux à Poutine pour qu'il n'aille pas encore plus loin, on ne sait pas jusqu'où il veut aller, mais en tout cas, c'est les premières petites barrières qu'on met. Donc il faut qu'un peuple, à un moment, sache aussi de faire des sacrifices et affronter... Soutenez les Ukrainiens, laissez votre voiture au garage, non, mais c'est le tout début de la crise. Je veux dire, on va avoir une augmentation du pain, on va avoir une augmentation des pâtes, on va avoir une inflation... Je veux dire, on va un peu souffrir. Bon, beaucoup moins que les Ukrainiens, beaucoup moins que les Russes eux-mêmes. Mais bon, donc je veux dire, l'obsession du pouvoir d'achat, je suis d'accord, etc. C'est difficile. Bon, mais là, la mesure du gouvernement, elle est purement électoraliste. Bon, ça va durer 4 mois. Ça commence par hasard juste avant le premier tour. Et on s'occupe de vous, on maintient votre pouvoir d'achat, etc. Et surtout quelque chose de pas pérenne, parce que ce qui aurait été pérenne, c'était de faire une baisse des taxes, puisque plus le prix monte, plus l'État engrange de taxes. Et ça, ils n'ont pas voulu le faire, prétextant qu'une loi, c'était trop long, etc. Donc voilà, ils sont seuls à tenir le levier du pouvoir, et ils agissent le joystick comme ils veulent. Hein. Là, le truc sur l'essence, il n'y a pas eu de débat. Hein. Ça s'est fait dans le cabinet du président.
Mais alors, j'entends ce que vous dites, mais c'est assez difficile à faire entendre aux Français de leur dire si vous soutenez les Ukrainiens, ne consommez pas de pétrole, sachant que le pétrole russe, il n'y en a quand même pas beaucoup dans nos stations-service. Non, mais les Anglais, quand ils sont entrés dans la guerre, je veux dire, ça a été beaucoup plus. Je veux dire, non, mais il y a un moment. Oui, mais il y a une moindre dépendance aux hydrocarbures russes des Britanniques que des Français et a fortiori des Allemands ou des pays de l'Est. Charlotte Dornelas, sur le sujet des carburants. C'est surtout que, encore une fois, les carburants, c'est là pour le coup, on revient à la question des gilets jaunes. Très loin de la guerre, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et on a vu pendant les gilets jaunes, des gens, c'est pas juste une obsession, le pouvoir d'achat, des gens au 20 du mois ne plus savoir quoi faire parce qu'ils n'avaient plus d'argent, alors que ce sont des gens qui travaillent. Voire au 10. Non, mais voire au 10, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui font pas semblant de pas avoir les moyens, en travaillant, de vivre en France. Donc après, on peut leur demander du soutien pour l'Ukraine dans un débat géopolitique où en même temps le président de la République nous répète tous les matins que nous ne sommes pas en guerre, et à un moment payer les conséquences de la guerre sans être en guerre, c'est l'incohérence de tout ça en pleine campagne présidentielle qui commence à être extrêmement agaçant, parce que le problème, c'est quoi la vision? Mais le gouvernement pouvait-il rester inerte? Non, c'était ce que disait Nicolas Bouzou, qui disait, moi je trouve que ce coup de pouce gouvernemental d'abord n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on envoie aussi des signaux en disant il faut décarboner. Bon bah là on dit en gros c'est continuer. Tout le monde, moi j'en ai pas besoin de ces décarboner, mais c'est la vie à l'épreuve de la réalité. C'est les faits tels qu'ils sont. Mais politiquement, peut-on ne rien faire en disant aux Français encaisser? Bien sûr, moi là-dessus, c'est le choc. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, Dimitri. En soi, moi, la mesure ne me choque pas, même si on sait bien que c'est une stratégie de rustine, c'est-à-dire que c'est une stratégie de pansement. En fait, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que le gouvernement annonce ça d'un côté, et de l'autre côté, des vraies mesures réellement de pouvoir d'achat de manière structurelle. Parce qu'en fait, les Français vont pas s'habituer à vivre sans cesse avec des pansements, des rustines, des aides, dès qu'il y a un coup de froid. C'est 40 ans que ça dure. Mais c'est ça qui est dramatique, parce que de l'autre côté, en fait, immédiatement après, vous avez le débat sur la maîtrise des dépenses publiques, et effectivement, l'équation, elle ne fonctionne pas, parce que le gouvernement essaye de montrer qu'il comprend justement les Français qui souffrent, et essaye d'être à la mesure de la situation, et de l'autre côté, vous explique que il va falloir respecter un équilibre budgétaire, et on sait bien qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup plus que ce qu'on collecte. J'entends tout à fait ce que vous dites sur ceux qui n'arrivent pas à faire à joindre le bout le 10 ou le 20 du mois, et qu'il faille faire quelque chose pour eux. Je dis simplement que j'entends pas beaucoup de la part des dirigeants un discours de responsabilité, et puis une sorte d'honneur. Moi, je sais pas, on a vu à quel point les gens étaient prêts à donner. Là, il y avait près de chez moi à la mairie un centre de dons, mais c'était dingue ce que les gens apportaient comme vêtements, comme nourriture, avec des Ukrainiens qui triaient ça à toute allure, extraordinaire. Donc on sent que les gens sont quand même prêts à donner un peu d'eux-mêmes. Alors je dis pas que les gens qui sont en difficulté, il faut peut-être pointer cela, peut-être faire un examen par les entreprises, par je ne sais pas, de ceux qui sont vraiment en difficulté, et donner vraiment une prime de transport à ces gens-là. Mais je dis simplement cette espèce d'état d'esprit qui consiste à dire, attendez, on va tout lisser, vous n'allez pas sentir le truc, si, on va le sentir, et il y a un moment, il faut quand même responsabiliser les gens, même si je comprends bien qu'il y a certaines personnes, certaines populations qui sont dans la détresse, qui évidemment, vous avez raison de le dire, de le rappeler, ce que disait Laurent Berger tout à l'heure, il disait, il n'y a pas de ciblage, là en l'occurrence, c'est tous les Français, y compris ceux qui déjà bénéficient d'exonération sur le prix des carburants, certains professionnels. Là, il y a une espèce de tapis de bombe, alors qu'on aurait pu faire une mesure un peu plus ciblée. Charlotte, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais en plus, non seulement, la question, moi c'est pareil, c'est pas tellement la mesure d'urgence qui me choque ou pas. J'ai aucun problème avec la mesure qui est décidée aujourd'hui, même si elle est électorale, même si elle est en période électorale. La seule chose, c'est que précisément une période qui précède une élection présidentielle, on devrait comprendre quelle est la mesure ou l'idée sur le long terme. Comment est-ce qu'on répond aux nouveaux défis géopolitiques, puisqu'ils ont des conséquences? Et là, à la place de ça, vous regardez ce qui se passe depuis 2 semaines. On a un président qui nous dit, nous ne sommes pas en guerre, mais il faut quand même voter pour moi, et je ne ferai pas la campagne parce qu'on ne va pas changer de capitaine en pleine guerre. Alors, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Et en même temps, si vous votez pour moi parce que nous sommes en guerre, vous acceptez en même temps la réforme des retraites. Non mais je veux dire, il y a un moment, il faut choisir en fait. Et non seulement il faut choisir quel candidat il est, quel président il sera, et ça, on n'a pas les moyens de le faire. Donc on va avoir un président élu pour une mauvaise raison, avec des conséquences que personne n'aura comprises, et en plus au milieu avec des pansements, alors que c'est le président qui devait lutter contre l'argent magique et l'assistanat. Il se moque de nous, franchement. Tiens, Louis Dragdel, vous qui suivez l'agenda du président, il sera en fin de semaine
prochaine dans le Béarn, chez François Bayrou. Et semble-t-il, il dévoilera l'intégralité de son programme la semaine prochaine. Oui, alors c'était son engagement. Ensuite, en fait, sur la question du programme, je pense qu'en fait ce sera pas forcément très précis parce que Emmanuel Macron va livrer son programme parce qu'il faut le faire en fait, mais derrière, et d'ailleurs c'est tout son mode de gouvernance, c'est-à-dire qu'à chaque fois il veut se laisser 3 options possibles pour chaque idée, et donc en fait le programme qui sera présenté, mais peut-être que ça c'est aussi l'époque qui veut ça, hein, pour beaucoup de candidats c'est aussi le cas, eh bien c'est pas forcément celui qui sera respecté puisque on vit dans une période où il y a des multitudes de crises et tout le monde dit qu'il faut s'adapter, donc c'est si vous voulez, c'est un peu la période du pragmatisme, et donc en fait il y a moins d'idéologie. Ça change tout le temps, il y a plus de programme, ça sert à rien. Non mais c'est incroyable. Mais comment on fait avant? Mais c'est vrai. Et tout le paradoxe, c'est que les Français globalement, les Français ne lisent pas beaucoup les programmes objectivement, et pourtant si un candidat ne présente pas son programme, eh bien on lui reproche. Le général de Gaulle n'avait pas de programme. Voilà. Bon, j'aurais bien dit un mot de Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan, vu qu'ils n'auront pas la parole ce soir. Grosse colère de Jean Lassalle hier, qui se considère traité comme, je cite, un candidat de merde. Il n'est vraiment pas content. Merci à tous les trois, Charlotte Dornelas, Guylaine Ottenheimer, Louis de Ragnel, notre trio du lundi. Bonne journée à vous.